procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw sur le dossier de l'insurrection populaire de 2014, la Haute Cour de justice peine à ouvrir les débats sur ce dossier. Le procès a encore été renvoyé au 15 mai prochain. Un troisième renvoi dont les motifs vous seront donnés dans ce journal. Les opérateurs économiques et les décideurs politiques burkinabés se sont retrouvés ce lundi à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la rencontre gouvernement-secteur privé. La 15e édition de ce rendez-vous est placée sous le signe de la contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et pour la mise en œuvre de cette politique de développement, l'Union européenne, qui célèbre ses 60 ans demain 9 mai, est également un partenaire de taille du Burkina Faso. Nous en parlerons avec l'ambassadeur Jean Lamy, chef de délégation de l'UE au Burkina Faso. À l'international, l'actualité est dominée par la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française. Les résultats officiels de cette élection ont été donnés ce lundi, alors que Macron et Hollande prenaient part à la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce 20h. Tout d'abord, nous prenons la direction de Madriane, en Afrique du Sud, où la 4e session du Parlement panafricain s'est ouverte ce 8 mai en présence du président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré est l'invité d'honneur à cette session du Parlement africain qui a choisi de se pencher sur les questions liées à la jeunesse africaine. Un thème salué par le président du Faso dans le discours qu'il a prononcé. Le point avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Yarki Teda. Le président du Faso au Parlement panafricain, Roch-Marc Christian Kaboré, vient pour s'adresser à toute l'Afrique à travers les élus. Invité d'honneur de la 4e session, le président du Faso salue la naissance de cette instance qui contribue à l'enracinement de la démocratie en répondant aux multiples crises sur le continent. Il prend ainsi l'engagement d'être l'ambassadeur de la voix de l'Afrique auprès de ses pairs pour lui donner tous les moyens de vivre. La noblesse de ces objectifs, leur pertinence et leur actualité se passent de commentaires. Elles donnent parfaitement raison à toutes les personnalités qui se sont battues et qui se battent encore pour que le Parlement panafricain s'institutionnalise et apporte fièrement sa part dans la construction de l'Union africaine et dans l'atteinte de ses objectifs fondateurs. De toute évidence, l'évolution de ce Parlement vers une institution législative souveraine, élue au suffrage universel direct, et exerçant la plénitude de ses attributions est devenu un impératif. C'est un impératif, a insisté le président malawite, l'autre invité d'honneur de la présente session. La jeunesse constitue le fer de lance de toutes les nations africaines. C'est pourquoi le président du Faso salue le choix du thème « Tirer profit du dividende démographique en investissant sur la jeunesse ». La mise en œuvre d'une telle vision doit permettre à nos États de dégager l'épargne nécessaire pour financer massivement et durablement les domaines tels que l'éducation, en mettant l'accent sur la formation professionnelle et l'éducation des filles, la création d'emplois, la santé, la prévention des mariages précoces et j'en passe. Ma conviction est faite que l'Afrique sera ce que les Africains voudront qu'elle soit. Il appartient aux leaders d'opinion et aux élites africaines d'en faire leur combat quotidien. Une conviction qui rassure le Parlement panafricain selon son président qui salue la participation des deux chefs d'État. Une participation qui va permettre au Parlement d'occuper la place qui est le sien afin de répondre effectivement au slogan « Une Afrique, une voix ». Retour au Burkina Faso et direction Bobo-Dioulasso où s'est tenue ce 8 mai la rencontre gouvernement-secteur privé. La 15e édition de ce rendez-vous est placée sous le signe de la contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. À l'occasion, une étude diagnostique a été réalisée sur le thème de cette rencontre, une étude dont les résultats ont été présentés au cours des travaux de ce matin. On fait le point avec Karim Ilboudo et Ahadi Standamba. De pouvoir revenir sur cet élément de Ahadi Standamba et pour plus de précisions sur cette rencontre gouvernement secteur privé, on va essayer donc d'entrer en contact avec Godefroy Bazier qui nous attend depuis Bobo-Dioulasso. Bonsoir Godefroy. Bonsoir Godefroy.
Oui, bonsoir Nathalie Kaoré. Alors, quelles sont les informations dont vous disposez à l'heure actuelle donc, sur cette rencontre gouvernement, secteur privé à Bobo-Dioulasso? Il faut dire, Nathalie Kaoré, que la rencontre est finie et bien finie, puisque le Premier ministre qui a présidé cette rencontre, la 15e, entre le gouvernement et le secteur privé autour du thème « Quelles mesures pour la contribution efficace du secteur privé dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS » est à nos côtés pour faire le bilan de cette rencontre. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions. Quels sont les enseignements que vous pouvez d'ores et déjà tirer de cette rencontre-là? Merci. Je voudrais dire que la 15e édition de la rencontre entre le gouvernement et le secteur privé a été pour moi riche d'enseignements parce qu'elle a véritablement posé les bases d'un partenariat nouveau entre le secteur privé et le gouvernement. Elle a posé les bases d'une confiance renouvelée entre le secteur privé et le gouvernement, et cela dans un contexte où le gouvernement a entrepris la mise en œuvre opérationnelle du plan national de développement économique et social. Cet engagement donc des acteurs du secteur privé aux côtés du gouvernement pour mettre en œuvre le plan national de développement économique et social est un gage de succès pour le PNDES. Et c'est en cela que je suis vraiment comblé. Je me réjouis en tout cas de l'ambiance qui a prévalu au cours donc, de nos travaux et en tout cas de la volonté affirmée des acteurs du secteur privé d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre ici du plan national de développement économique et social en tant que partenaire. Alors Monsieur le Premier ministre, vous avez en tout cas tout fait pour que votre optimisme soit partagé par les opérateurs économiques et tout le monde des affaires qui était présent ici. Vous aviez l'ANIAC, vous étiez déterminé. Est-ce que les mesures qui ont été, en tout cas les préoccupations qui ont été énoncées ici, est-ce que vous avez déjà en tête des mesures prioritaires pour faire face donc aux préoccupations qui ont été soulevées par les opérateurs économiques? Vous savez, ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit, nous avons des rapports de confiance. Grâce à la crédibilité retrouvée du gouvernement, nous sommes arrivés à établir avec le secteur privé des rapports basés sur la confiance, des rapports basés sur la responsabilité, des rapports fondés également sur le patriotisme, parce que nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise sont des Burkinabés. Et ils ont pris conscience de leur responsabilité dans la construction nationale. Et c'est en cela que j'ai dit que nous avons posé les bases d'un partenariat nouveau. Alors, nous avons décidé donc de renforcer nos liens, de renforcer le dialogue entre nous et le monde des affaires à travers les structures qui existent, comme la rencontre gouvernement et secteur privé, mais également à travers d'autres mécanismes que nous allons certainement mettre en place pour essayer d'amplifier et également d'approfondir nos échanges, pour échanger également sur des idées, sur la manière d'approfondir le PNDES et de donner plus d'efficacité à la politique économique et sociale du gouvernement. Et ce qu'il faut retenir, qui est louable, vraiment, c'est cet esprit de partenariat qui a prévalu. Et parmi les mesures que nous entendons mettre en œuvre immédiatement, il y a la question de l'environnement des affaires. Vous savez, pour que les hommes d'entreprise investissent, il faut qu'il y ait déjà un environnement favorable. Donc le gouvernement qui a déjà pris des mesures dans ce sens va en tout cas approfondir davantage ces mesures qui vont améliorer le climat des affaires. Il y a également toutes les mesures incitatives pour augmenter le niveau de l'investissement privé. Car vous le savez, l'investissement, ce n'est pas seulement l'État, c'est également le secteur privé. Donc, il faut que le secteur privé soit encouragé pour investir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la santé, pourquoi pas dans les infrastructures, à travers des mécanismes appropriés, comme des cofinancements, comme des PPP. Alors, en tout cas, il y a des possibilités immenses d'investir dans notre pays. Notre pays sera, nous avons l'ambition de faire de notre pays un véritable chantier
à la faveur donc, de la mise en œuvre du PN2S. Et le secteur privé est déterminé à nous accompagner. Justement, qu'est-ce que vous attendez de ce secteur privé-là pour que le PNDS soit mis en œuvre avec un grand succès, pour que le Burkina puisse atteindre ce développement-là, ce taux de croissance de 7,7% chaque année? Ma conviction, c'est que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas l'administration qui crée la richesse. Ce sont les acteurs du secteur privé, les entreprises qui doivent investir dans les différents secteurs de l'économie nationale. Je l'ai dit, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le secteur des services, etc., dans l'industrie. Ce sont eux qui, en investissant, augmentent la richesse nationale. Ce sont les acteurs du secteur privé qui, en investissant, créent des entreprises. Et c'est ce que j'ai demandé aux chefs d'entreprise. Il faut faire confiance au PN2S. Il faut faire confiance au gouvernement. Et nous allons donc, à partir de maintenant, travailler main dans la main, en partenaire, pour essayer de mettre en œuvre toutes les réformes structurelles qui sont nécessaires pour renforcer cette confiance, mais également pour créer les conditions de rentabilité du capital, de manière à ce que les entrepreneurs privés investissent, qu'ils embauchent des jeunes burkinabés qui sortent de l'université, qui sortent des écoles professionnelles, etc., etc. C'est ce que j'ai demandé aux hommes d'entreprise. Il faut investir, il faut embaucher, il faut faire confiance au Burkina Faso. C'est comme cela que nous allons construire un Burkina Faso meilleur. C'est comme cela que nous allons mettre fin à la pauvreté au Burkina Faso, par l'investissement, par l'embauche, par l'innovation et par la confiance. Alors le Burkina se porte mieux, selon votre conclusion de ce soir, malgré le scepticisme, la sinistrose, le défaitisme, vous dites le Burkina se porte mieux. Merci, monsieur le Premier ministre. La sinistrose dont vous parlez, ça n'arrange que ceux qui y croient. Moi, je regarde les faits. J'ai dit l'économie burkinabé se porte mieux. Nous avons réalisé l'année dernière une croissance qui est supérieure à 6%, autour de 6,2%. Alors que la croissance potentielle du Burkina est autour de 6,50%. Qui dit mieux? Nous allons également, cette année, grâce aux investissements de 1270 milliards que nous avons prévus dans le budget, réaliser une croissance beaucoup plus forte. Une croissance qui est estimée à 7,4%. Donc, je pense que les conditions sont réunies pour que l'économie burkinabé vraiment connaisse une croissance beaucoup plus forte. Et je pense que le secteur privé y a toute sa place. Il faut que le secteur privé joue sa partition en investissant, en embauchant et en travaillant main dans la main avec le gouvernement. Le rôle du gouvernement, comme je l'ai dit, c'est de créer les conditions d'un environnement favorable. Et à partir du moment où l'environnement est favorable et qu'il y a la confiance, les acteurs du secteur privé ont le devoir d'investir et de créer la richesse. Ils vous en profitent et ils en font profiter l'économie nationale également. Le gouvernement, en tout cas, je peux vous l'assurer, ne ménagera aucun effort pour, en tout cas, créer les conditions de l'expansion du secteur privé, de rentabilité du secteur privé et de croissance de l'économie nationale. Voilà, donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre Paul Kabatieba, merci pour cette, en tout cas, intervention dans notre journal. Et ce sont ces conclusions de la 15e rencontre gouvernement-secteur privé. Et cette rencontre vient de s'achever ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Nathalie Kaoré, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette rencontre. Les conclusions seront, en tout cas, livrées au cours du reportage demain et au cours de nos prochaines éditions. Merci à vous. Merci Godefroy Bazé et à toute l'équipe de la RTB déployée à Bobo-Dioulasso. Et comme je le disais plus haut, la 15e édition de ce rendez-vous était placée sous le signe de la contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et à l'occasion, une étude diagnostique a été réalisée sur le thème de cette rencontre, une étude dont les résultats ont été présentés au cours des travaux de ce matin. On fait le point avec Karim Ilboudo et Ahadi Standamba. Une très bonne chose. Le secteur privé burkinabé revient de loin car ayant été durement éprouvé par des crises sociopolitiques et ce sur plusieurs années. C'est ce qui explique d'ailleurs les difficultés auxquelles ce secteur est confronté aujourd'hui. C'est le diagnostic établi par une étude. Et pour une meilleure relance des activités, certaines mesures s'imposent. La question sécuritaire mérite une grande attention. Je sais que c'est déjà le cas, mais il est absolument important qu'on ait des avancées là-dessus. Deuxièmement, cette formidable démobilisation de l'administration publique, il est absolument important que des voies et moyens soient trouvés pour remettre l'ensemble du pays au travail. Parce qu'il y a aussi que le traitement de la dette intérieure doit être poursuivi avec plus d'abnégation, avec plus d'engagement. Il faut que les infrastructures détruites soient réhabilitées au plus tôt.
Il faut que les infrastructures qui sont dépassées comme des marchés dépassés, comme des zones commerciales dépassées, soient réhabilitées. Il faut que la connexion Internet soit bien améliorée parce que c'est absolument important pour désenclaver un pays comme le nôtre, qui rencontre également la question de l'énergie. L'énergie nous coûte extrêmement cher. À cela, il faudrait ajouter des attentes individuelles qui d'ailleurs ne sont pas des moindres. Sur toutes ces organisations-là, d'essayer de voir les taxes pour que nous aider. Si on voit dans un pays là, c'est bien développé, c'est qu'il y a opérateurs économiques qui sont dedans. Donc avec le accompagnement des gouvernements, donc je pense en tout cas ça va aller. Solliciter du gouvernement la sécurité juridique des investissements. Je voudrais dire la sécurité juridique des investisseurs. C'est à cette condition que les investisseurs peuvent vraiment accompagner le PNDS. Accompagner la mise en œuvre du PNDS, c'est aussi la création des chaînes de valeur. Et sur la question, le chef du gouvernement a attiré l'attention des opérateurs économiques sur un fait qui trouve leur adhésion. Le Premier ministre a fait remarquer que malgré que notre pays est le premier producteur de coton dans toute l'Afrique, nous ne transformons même pas plus de 5000 tonnes par an, ce qui n'est pas bien. Où se trouve donc la culture de la valeur ajoutée, de la création de la richesse chez nous? Donc il faut trouver ensemble les conditions à mettre en œuvre pour faciliter la transformation, surtout que c'est une activité qui a une chaîne de valeur importante. C'est peut-être à ce prix que l'on pourra amorcer le développement économique et harmonieux du Burkina Faso, foi des décideurs politiques, et aux consultants d'ajouter qu'il faut impérativement aller à la réconciliation nationale, gage de tout développement. Et l'Union européenne est également un partenaire de taille du Burkina Faso pour la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social. Demain, 9 mai, l'Union européenne va célébrer le 60e anniversaire de sa naissance. Nous parlons de tout cela donc avec l'ambassadeur Jean Lamy, chef de délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être présent sur notre plateau. Alors, puisqu'on vient de parler du PNDS, concrètement, quelle est la part contributive de l'Union européenne à la mise en œuvre de cette politique de développement du Burkina Faso? Je voudrais d'abord dire, en vous remerciant de m'inviter ce soir à la veille de la journée de l'Europe, que faire le lien avec le reportage qui vient d'être présenté sur l'importance du secteur privé dans la mise en œuvre du PNDS. Parce que ce qui va permettre la mise en œuvre effective du PNDS, c'est effectivement l'investissement, le commerce et le secteur privé. Et c'est pourquoi ce que vient de dire votre Premier ministre est très important. Et ce que nous essayons de faire en tant que partenaire, l'Union européenne, en tant qu'institution, un partenaire qui est pas seulement une institution hors sol, l'Union européenne, mais une institution qui regroupe des États membres. L'Union européenne est forte de ses États membres. Et c'est d'accompagner justement le travail d'investissement des acteurs économiques, des organismes publics, des services publics burkinabés, des politiques publiques qui sont à la base de la mise en œuvre du PNDES. Alors concrètement, c'est vrai que lors de la conférence de Paris, l'institution Union européenne, par la voix du commissaire européen en charge du développement, M. Mimica, qui connaît bien le Burkina Faso, qui s'y est rendu l'an dernier, a annoncé la possibilité d'une enveloppe sur les 5 ans que va durer le PNDES jusqu'en 2020 de 800 millions d'euros. C'est une somme importante, très importante, qui représente environ 523 milliards de francs CFA. Mais ce que je veux dire, c'est que cette somme, elle n'a pas été versée. Elle n'est jamais versée pour aucun partenaire technique et financier. C'est une promesse d'une possibilité d'engagement. Parce que dans l'aide internationale, tout don fait l'objet d'un contrat, tout prêt fait l'objet d'un contrat. Et donc c'est au fur et à mesure du dialogue que nous avons avec les autorités burkinabées que cet appui sera mis en œuvre. Merci. Et en dehors du PNDS, quel est le point que vous pouvez faire sur le partenariat qui existe à l'heure actuelle entre l'Union européenne et le Burkina Faso? Bien, les relations sont excellentes entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Elles sont excellentes d'abord sur le plan politique, parce que l'Union européenne est aussi un acteur politique. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avions, avec
le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Burkinabés de l'étranger, avec plusieurs autres hauts responsables, avec plusieurs ministres, une réunion de dialogue politique avec les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne présents ici au Burkina Faso, moi-même, et donc du côté burkinabé, plusieurs ministres. De quoi nous parlons? Nous parlons de la politique, des politiques publiques, de la gouvernance, des droits de l'homme, des sujets prioritaires. Et nous avons des sujets de conversation qui sont très intéressants, qui sont ceux de la sécurité, qui est aussi un domaine où il y a une coopération de l'Union européenne et de ses États membres au Burkina Faso. Nous parlons des sujets très importants pour le développement du Burkina Faso, comme le contrôle des naissances, la démographie, les droits des femmes, qui sont des sujets qui impactent autant le développement que les routes et que les infrastructures. Il faut les deux choses pour permettre le développement. D'accord, parlons à présent donc de cette journée de demain, la journée de l'Europe qui sera donc célébrée demain 9 mai. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu au programme de cette célébration? Écoutez, c'est une réception habituelle qui se passe partout dans le monde, le 9 mai, parce que le 9 mai, c'est un 9 mai que un des pères fondateurs de l'Europe a fait un discours qui a jeté les bases de la création de l'Union européenne. C'était il y a assez longtemps. Nous sommes cette année dans le 60e anniversaire de la création de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Et donc demain, c'est l'occasion pour la délégation de l'Union européenne, ici, au Burkina Faso, de se retrouver avec tous ces acteurs, avec tous les partenaires burkinabés, avec tous les autres partenaires d'aide au développement, pour discuter de l'Europe, de la coopération entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Burkina Faso. Alors, on ne va pas vous laisser partir sans prendre une réaction sur l'élection de M. Emmanuel Macron à la tête de la France. Quels peuvent être très rapidement les enjeux de cette élection sur l'Union européenne? Mais comme je le disais à l'instant, l'Union européenne, ce n'est pas une institution hors sol, ce n'est pas une banque. Elle est forte de ses États membres. Et à cet égard, le fait que le peuple français ait choisi hier un président qui a une vision, un projet européen, le président d'une France qui soit dans l'Europe et une France ouverte dans le monde, c'est un bon signe pour la coopération européenne et pour tout le monde. Et je voudrais dire, aujourd'hui nous sommes le 8 mai. Le 8 mai, c'est aussi l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, c'est sur ce projet-là que s'est construit le projet européen. Et c'est notre avenir à tous d'avoir une Europe forte. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Jean Lamy, chef de délégation de l'Union européenne, d'être passé sur notre plateau. Et bonne célébration pour demain. Je vous remercie. Suite de ce journal, troisième renvoi du procès du dernier gouvernement Tiao sur le dossier de l'insurrection populaire. Le procès qui devrait reprendre ce 8 mai a été renvoyé au 15 mai prochain. Le motif, les avocats de la défense dénoncent les dispositions qui régissent le fonctionnement de la Haute Cour de justice. Après cette réaction, ils ont simplement déserté le palais de justice. Plus de précisions avec Gérard Sommet et Zoubavier David Dabiri. À cette autre reprise du procès du gouvernement Tiao III, les avocats de la défense claquent la porte à la Haute Cour de justice. Ils s'insurgent contre le rejet de leur requête formulée sur l'inconstitutionnalité des décisions de la haute juridiction. Des décisions qui, selon les dispositions actuelles de son fonctionnement, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Pour les auxiliaires de justice, elles ne garantissent pas un procès équitable et sont même une négation du droit. Tout justiciable a droit à un procès équitable. Et ce procès équitable comprend, entre autres, le droit de faire appel d'une décision, quelle qu'elle soit, rendue par n'importe quelle des juridictions. Or, la Haute Cour, dans sa formulation actuelle, dit clairement qu'il est interdit aux prévenus ou aux accusés, selon, d'avoir ce droit élémentaire. Devant les chambres africaines, Hissène Habré, accusé de crimes de guerre, a eu droit à l'appel. Pire, les avocats mettent en cause la légalité des dispositions portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice adoptée en 2015 sous la transition. On ne nous a pas répondu sur la non-rétroactivité. Oui,
La loi a été adoptée en 2015 alors que le gouvernement a été dissous en 2014. Comment on va adopter une loi après la commission des faits? Notre constitution est claire là-dessus, à l'article 5. Nul ne peut être jugé pour des faits que par une loi promulguée avant la commission de ces faits. Face donc à ce qu'ils qualifient de mascarade judiciaire en cours, les avocats se sont retirés des débats. Et devant le refus des prévenus à prendre la parole, en l'absence de leur conseil, la Cour a décidé du renvoi du procès au lundi 15 mai prochain. Elle invite par ailleurs les prévenus à s'adjoindre les services d'autres avocats au besoin pour la suite de la procédure. En plus des 5 témoins cités à l'ouverture du procès, 9 autres, dont l'ex-DG de la police nationale, Lazare Tampaga, et le chef d'état-major général adjoint de la gendarmerie, le colonel Serge Alain Ouedraogo, se sont présentés ce matin à la Cour. Dans l'actualité également, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso était ce matin au siège du chef de file de l'opposition politique. Il s'agissait d'une visite de courtoisie selon le diplomate américain, mais celui-ci en a profité pour s'imprégner de l'évolution politique au Burkina Faso depuis les événements de 2014. Le reportage de Roger Kam et Vincent Kiedrebego. Les États-Unis au siège du chef de file de l'opposition politique. Entre Andrew Yang et Zéphirin Diabré, l'entretien a duré environ 45 minutes et à huis clos. Au sortir de l'audience, les deux personnalités disent avoir fait le tour de l'histoire récente du pays avec la transition politique enclenchée au Faso en 2014. C'est un grand honneur de faire cette visite de courtoisie avec le chef de file de l'opposition qui a joué un rôle tellement important dans la vie de tous les Burkinabés à travers la transition historique que vous avez fait depuis les défis de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Alors pour moi, je suis à l'écoute et je suis ici pour apprendre et j'ai beaucoup apprécié les conseils de le chef de file de l'opposition. J'ai particulièrement apprécié vraiment les mots très gentils qu'il a eus sur le rôle que le CFOP a joué dans l'histoire récente de notre pays. Il dit qu'on lui a apporté des conseils, mais lui aussi nous a apporté des conseils sur la manière de continuer à jouer notre rôle dans le schéma démocratique. Aucun sujet de l'actualité nationale n'est mentionné dans le cadre de cet entretien. La visite du diplomate américain intervient un peu plus d'une semaine après le meeting de l'opposition sous la bannière du CFOP. Le 6 mai dernier, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, a fait la revue de ses troupes dans le Grand Ouest. Simon Compaoré a déjà échangé avec des gendarmes et des policiers de 8 localités. Et dans toutes ces localités, l'objectif était le même, rehausser le moral des agents de sécurité et recueillir leurs préoccupations. Des préoccupations qui se résument à la vétusté et l'insuffisance des moyens de travail des forces de sécurité. On fait le point avec Urbain Benito Somé et Draman Guéné. De Sabou dans le centre-ouest, à Bama dans les hauts-bassins, gendarmes et policiers sont gonflés à bloc pour sécuriser la population. En 17 heures sans la moindre pause, le ministre de la Sécurité a échangé avec ses troupes de 11 commissariats et gendarmeries. C'est une sortie marathon de Simon Compaoré pour rehausser le moral de ces hommes et leur transmettre les encouragements du gouvernement. La proximité que cette sortie nous a permis d'avoir avec les hommes qui forcent l'admiration et qui sécurisent notre territoire, nous fait dire que si cette mission n'avait pas été programmée, il aurait fallu la programmer. Donc nous repartons tout contents, tout fiers d'avoir des hommes prêts à en découdre avec l'insécurité, avec les terroristes, prêts à servir les populations. Et nous aussi, nous repartons en nous disant qu'il faut que nous diligentions des mesures vigoureuses dans nos recherches pour avoir des moyens additionnels à ce que le budget a déjà prévu pour outiller conséquemment les forces de sécurité. Autres localités visitées par le patron de la sécurité, Pouni, Boromo, Pa, Oundé, Koumbia et Bobo du Lasso. Dans les commissariats et gendarmeries de ces localités, les langues se sont déliées. Pour les agents de sécurité, la détermination est sans précédent, mais les moyens doivent suivre. Notre bâtiment est dans un état de vétusté très avancé.
comme vous le constatez vous-même. Et ensuite, nous avons besoin d'une clôture, la caserne. Certains n'ont pas de tenue de travail. Je ne sais pas, le volet armement, que ce soit les armes de pointe, tout comme les fusils d'épaule, les munitions. Un effort a été fait, mais vraiment nous en avons toujours besoin pour sécuriser la population. Pour cette première étape de la sortie terrain de Simo Compaoré dans le Grand Ouest, la confiance est de retour. Gendarmes et policiers sont donc rassurés. Des moyens conséquents sont en train d'être mis au service de la sécurité du pays. Nous mettons à présent le cap sur la région des Hauts-Bassins où la production de l'EVA intéresse de plus en plus les acteurs du monde paysan burkinabé. Et c'est le cas de Bourema Kabouré, un agro-businessman installé à Diaradougou dans la région des Hauts-Bassins. Et dans 6 mois, ça sera le moment de la récolte pour ce producteur et promoteur de champs d'EVA. Une de nos équipes est allée à sa rencontre. Le dossier est signé Salifou Belem et Omar Zombri. Nous sommes à l'entrée du domaine agricole de Bourema Kabouré. Comme vous pouvez le lire ici, c'est marqué, c'est vrai, la terre ne ment pas, il suffit seulement d'y croire. Comme pour rappeler encore aux esprits sceptiques qu'au Burkina Faso, on peut tout faire pousser, il suffit seulement d'y croire et de se donner les moyens. De l'EVA au Burkina Faso, c'est possible. Et ces arbres que vous voyez sont des témoins de l'abnégation de cet homme. Bourema Kabouré, administrateur civil, admis à la retraite. Pour ceux qui ne le savent pas, l'EVA produit l'une des matières les plus incontournables dans l'industrie, le caoutchouc. Cette aventure a commencé un jour alors qu'il effectuait un séjour en terre ivoirienne. De là, il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas essayer la culture de l'EVA dans son pays? De retour au Burkina, il expérimente l'EVA sur 1 hectare. Je disais que j'étais plaisantin parce que l'EVA au Burkina, que lui là, il ne veut pas travailler. Mais je dis, je vais vous montrer le contraire. Et maintenant, s'ils viennent voir, ils prennent les graines là, deux pour aller essayer chez eux. Et ça me donnait la fierté. Aujourd'hui, ce coup d'essai s'est transformé en véritable coup de maître. 300 pieds d'EVA qui n'attendent qu'à être saignés. Dans à peu près 6 mois, Bourema Kabouré va commencer à récolter la sève de l'arbre qui pleure. C'est une fois coupé, il y a un matériel là, en caoutchouc. Donc on met en bas de la blessure. Et ça descend, la sève là descend seulement. Ça descend et on met un seau à partir de là pour récupérer le caoutchouc. Une fois récupéré, vous amenez ça dans un récipient ou bien dans une petite barrique pour pouvoir conserver. Sa réussite a attiré l'attention de plus d'un qui veulent eux aussi se lancer dans cette aventure. Moi j'ai donné les graines à Nafaso qui est parti faire ça à Konaté Koumo. Bon, mais ils ont à peu près 100 pieds. Et à un certain Naon qui a pris, lui aussi il a à peu près 50 ou 60 pieds. Il y a un aussi de Dédougou qui est venu prendre. Donc nous sensibilisons les gens pour qu'ils puissent faire beaucoup d'EVA. Au lieu de rester comme ça, qui ne pleut pas, c'est notre retraite comme ça. Bourema Kabouré croit dur comme fer que cette expérience peut être vulgarisée à grande échelle et que cet arbre, originaire de l'Amazonie en Amérique latine, peut réussir au Burkina Faso. Mais cela est-il possible au regard du climat? Oui, d'emblée, je dirais que c'est possible dans la mesure où cette espèce qui est originaire de la forêt amazonienne évolue dans un climat qui est sensiblement le même qu'ici, autour de 25 degrés. Il y a un certain nombre de cultures qui ont été introduites et effectivement, nous sommes rendus compte effectivement que c'est des cultures qui peuvent facilement réussir si le choix des zones de culture est bien fait. Pour l'écoulement, Bourema Kabouré dit ne pas s'en faire car il existe plusieurs sociétés industrielles au Burkina qui utilisent le caoutchouc comme matière première. Dans le cas échéant, l'exportation de la sève vers la Côte d'Ivoire serait une alternative.
À l'international, l'actualité est dominée par la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française. Les résultats officiels de cette élection ont été donnés ce lundi. Et puisque nous sommes le 8 mai, Emmanuel Macron et François Hollande ont pris part à la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Les résultats officiels et définitifs sont tombés ce matin, lundi 8 mai, à 10h35, alors que le futur président était aux côtés du président sortant François Hollande sur les Champs-Élysées pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a donc été élu avec 66,1% des suffrages devant Marine Le Pen, 33,9%. Mais pour beaucoup, la fin de cette campagne est un soulagement. Très difficile et très violente. Enfin, j'ai pas beaucoup aimé cette campagne tout au long de la campagne. Simplement, je suis heureuse du résultat puisque nous avons fait barrage au Front National et c'est ce qui m'importait. Je ne voulais pas que des extrêmes dirigent le pays. Bon, maintenant, quant au programme de M. Macron, je ne sais pas. Enfin, entre ce qu'il annonce et ce qu'il fera, je ne sais pas. L'extrême finance a gagné. Voilà, donc on se retrouve devant une situation claire où on va avoir quelqu'un qui va atomiser la société, où on risque quand même d'avoir demain un appauvrissement d'une partie des gens. Donc le vote utile, c'était une escroquerie, c'était nous mettre en otage. À noter la forte abstention à plus de 25% et aussi presque 12% de vote blanc ou nul. En juin, les Français vont retourner aux urnes pour élire cette fois-ci leurs députés. Emmanuel Macron, élu président de la France, le sujet fait la une de la presse écrite burkinabé. Les quotidiens font une analyse de son parcours politique et s'interrogent sur ce qui sera sa politique vis-à-vis des pays africains. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. C'est un jeune à l'Élysée, constate l'Observateur, et qui commente ainsi. Parce qu'il vient de nulle part et parce qu'il n'a que 39 ans, c'est donc une cure de jouvence qui souffle sur l'Élysée, dont le futur locataire pulvérise le record de 9 ans, détenu jusque-là par Valéry Giscard d'Estaing, élu à 48 ans. Si pour l'Obs, Macron vient de nulle part, aujourd'hui face au renchéri par un mot, Macron est un OPNI, entendez par là, homme politique non identifié, car, primo, c'est un technophilosophe, doublé d'insouciance juvénile, son désir de plaire à tout le monde, son programme pas clair et toute sommation faite au finish contre toute attente ont constitué une force décisive ayant permis à Macron de mettre fin à la valse alternative droite-gauche, gauche-droite à l'Élysée. À l'image de l'Obs, aujourd'hui Faso remarque que Macron incarne une sorte de nouveau Giscard d'Estaing, la jeunesse en plus, comme pour épouser Pierre Corneille pour qui, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Mais que peut espérer l'Afrique, s'interroge Sidoya, de l'élection du 25e président français et 8e de la 5e République. Globalement, le journal de tous les Burkinabés se réjouit car le nouveau président entend réorienter la politique de coopération entre la France et l'Afrique. Un optimisme que ne partagent pas du tout les éditions Le Pays. Et selon notre confrère, la politique africaine de la France est dogmatique et immuable. Tous ceux qui ont tenté de la réformer au fond se sont déformés, se sont dégonflés. Alors, il revient aux Africains de savoir que leur bonheur ne dépend pas de l'Hexagone, mais d'eux-mêmes, conclut Le Pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTV.